Je m'appelle Nathalie, j'ai 27 ans. Il y a encore 6 semaines, j'étais une enseignante ordinaire dans une école primaire, vivant au jour le jour dans un petit appartement. Ce sont mes grands-parents qui m'ont élevée, bien plus que mes propres parents. Ils étaient riches mais humbles et m'ont appris que le caractère importait plus que l'argent. Quand ils sont morts dans cet horrible accident, j'étais dévastée. Puis est venu le rendez-vous chez le notaire, où j'ai appris qu'ils m'avaient laissé l'intégralité de leur patrimoine, soit 26 millions d'euros. La famille qui leur rendait à peine visite voulait soudainement tout récupérer. J'ai refusé. Si vous voulez voir l'argent révéler sa vraie nature, restez avec moi. Avant de continuer, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous voulez voir d'autres histoires sur la façon de tenir bon lorsque la famille montre son vrai visage. En grandissant, mes parents étaient là toujours présents physiquement, mais absents émotionnellement. Mon père, Richard, travaillait 60 heures par semaine pour gravir les échelons d'une multinationale, tandis que ma mère, Diane, passait son temps à entretenir son réseau dans les bons cercles sociaux. Les dîners en famille étaient rares, et lorsqu'ils avaient lieu, mes parents étaient généralement distraits par des appels professionnels ou des projets sociaux. Ils nous fournissaient le nécessaire, mais la chaleur et les conseils faisaient défaut. À partir de l'âge de 5 ans, j'ai passé tous mes week-ends et tous mes étés chez mes grands-parents, Elisabeth et Harold. Leur modeste maison de 4 chambres à coucher à la campagne est devenue mon véritable foyer. Malgré leur grande richesse, ils vivaient simplement. Leur propriété de 3 hectares comprenait un potager où grand-père Harold m'a appris à cultiver des tomates et des courgettes. Grand-mère Elisabeth m'a montré comment faire des biscuits à partir de rien et coudre des boutons. Ils assistaient à toutes les pièces de théâtre et à tous les matchs de football que mes parents manquaient. Mes grands-parents ont bâti leur fortune à partir de rien. Ils ont lancé une petite entreprise de logistique dans leur garage dans les années 1970 avec un seul camion et un rêve. À ma naissance, Alexander Logistics était devenu une puissance régionale avec une flotte de 200 camions et 5 entrepôts répartis dans 3 pays. Pourtant, leur apparence ne laissait rien deviner de leur fortune. Grand-père a conduit la même Peugeot pendant 20 ans. Grand-mère collectionnait les coupons de réduction et achetait des vêtements en solde. Ils m'ont toujours dit « L'argent n'est qu'un outil, Nathalie, pas une mesure de ta valeur. Utilise-le pour construire quelque chose qui a du sens, pas pour impressionner des gens qui n'ont aucune importance. » C'est précisément cette philosophie qui a créé le fossé avec mon père. En tant que fils unique, il a grandi en s'attendant à tout hériter et à mener une vie fastueuse. Il leur en voulait d'être si économes, les traitant de radins et de vieux jeux. Ce qu'ils considéraient comme une privation, eux le voyaient comme une façon de forger son caractère. Ils ont payé ses études à Sciences Po, mais attendaient de lui qu'il travaille pendant l'été. À la fin de ses études, ils l'ont aidé à payer l'acompte pour un modeste appartement et non pour l'appartement de luxe qu'il voulait. La rupture définitive est survenue lorsque mon père a exigé un poste de cadre dans leur entreprise, alors qu'il n'avait aucune expérience dans ce domaine. Mes grands-parents ont refusé, estimant qu'il devait le mériter comme tout le monde. Il est parti en claquant la porte, préférant accepter un emploi dans une entreprise, et leur relation n'a plus jamais été la même. Avec moi, ils ont adopté une approche différente. Ils ont financé l'intégralité de mes études, me permettant d'obtenir mon diplôme sans dette. Mais ils m'ont encouragé à choisir une carrière basée sur la passion plutôt que sur le profit. Lorsque j'ai décidé de devenir enseignante dans le primaire, ils étaient sincèrement ravis, même si mon salaire de départ était à peine supérieur au salaire minimum. Tout au long de ma vie d'adulte, j'ai entretenu une relation étroite avec mes grands-parents. Nous déjeunions ensemble tous les dimanches. Je les aidais à se familiariser avec les nouvelles technologies, en configurant leur smartphone et en leur montrant comment utiliser les appels vidéo. Ils m'ont appris leurs recettes familiales et m'ont raconté des histoires sur leur jeunesse. Pendant les vacances, je restais toujours chez eux plutôt que chez mes parents, ce qui causait d'innombrables frictions avec ma mère, qui y voyait un rejet personnel. Je vivais dans un appartement d'une chambre à coucher situé à environ 20 minutes de la maison de mes grands-parents. Il était petit, mais confortable, rempli de meubles d'occasion et de plantes. Mon salaire à l'école primaire du Soleil était modeste, mais il couvrait mes besoins. Je trouvais du bonheur dans des plaisirs simples, comme lire des livres, emprunter à la bibliothèque, faire de la randonnée dans le parc régional et faire du bénévolat au refuge pour animaux. Mes grands-parents respectaient mon mode de vie indépendant,
même s'il me surprenait parfois avec des cadeaux pratiques comme de nouveaux pneus d'hiver ou un mixeur de haute qualité. Il y a 6 semaines, tout a changé. Je corrigeais des devoirs un mardi soir lorsque j'ai reçu l'appel de la gendarmerie. Mes grands-parents rentraient chez eux en voiture depuis leur restaurant préféré lorsqu'un conducteur ivre a grillé un feu rouge et a percuté leur voiture à pleine vitesse. Ils sont morts, sur le coup. L'officier a dit qu'ils n'avaient pas souffert, mais cela ne m'a guère réconforté. Les funérailles sont floues dans ma mémoire. Je me souviens que mes parents se sont occupés des arrangements et se sont disputés avec le directeur des pompes funèbres au sujet des coûts. Mon frère Jason est venu de Barcelone et a passé la plupart du temps au téléphone. Tante Pam pleurait de manière théâtrale pour les photos, mais s'arrêtait dès que les appareils étaient rangés. Oncle Steve se tenait maladroitement dans un coin, suivant Tante Pam comme son ombre. Aucun d'entre eux n'avait rendu visite à mes grands-parents depuis des années, et pourtant, ils se comportaient soudainement comme la famille en deuil. Je me sentais simplement engourdie. Les 2 personnes qui me comprenaient et me soutenaient vraiment avaient disparu à jamais. Leur maison, autrefois chaleureuse et accueillante, était désormais vide. Je n'ai pas pu me résoudre à y entrer après les funérailles. Je suis retournée à mon appartement, j'ai pris un congé pour cause de deuil et j'ai essayé d'accepter ma nouvelle réalité. 2 semaines après les funérailles, j'ai reçu un appel de Maître Goldstein, le notaire de mes grands-parents. Il m'a demandé de me rendre à son bureau avec ma famille proche pour la lecture du testament. Je ne savais pas encore à quel point cette réunion allait bouleverser tout ce que je pensais savoir sur ma famille. Le matin de la lecture du testament, le temps était gris et pluvieux, ce qui correspondait parfaitement à mon humeur. Je suis arrivée au cabinet du notaire avec 15 minutes d'avance, vêtue d'une simple robe noire et munie du parapluie que ma grand-mère avait insisté pour que je garde dans ma voiture en cas d'urgence. Le cabinet était situé dans une maison de ville du 19e siècle rénovée, dans le centre-ville, avec un intérieur chaleureux, composé de boiseries et de fauteuils en cuir. Maître Goldstein m'a accueilli avec une poignée de main amicale. Il avait 60 ans, des cheveux argentés et des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique. Mes grands-parents parlaient souvent de lui, qui était leur notaire et leur ami depuis plus de 30 ans. « Je suis vraiment désolée pour votre perte, Nathalie », m'a-t-il dit doucement. Elisabeth et Harold étaient là des personnes extraordinaires. Nos parties d'échecs et sa tarte au citron lors de nos réunions me manqueront. Son émotion sincère m'a fait monter les larmes aux yeux. « Merci », ai-je réussi à dire. Il parlait aussi beaucoup de vous en bien. Avant que nous puissions continuer, la porte vitrée s'est ouverte et ma famille est arrivée en bloc. Mon père, Richard, est entré le premier, regardant sa montre de luxe avec impatience. À 56 ans, il ressemblait à une version plus âgée et plus dure de mon grand-père, mais sans la chaleur. Ma mère, Diane, l'a suivi, avec son sac à main de créateur qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Mon frère de 25 ans, Jason, est entré d'un pas assuré, portant des lunettes de soleil à l'intérieur. Son idée d'une tenue professionnelle consistait en une chemise boutonnée froissée, partiellement rentrée dans un jean. Derrière eux venait tante Pam, la sœur cadette de mon père, qui parlait déjà fort au téléphone d'un prétendu affront de la part de ses amis du club de tennis. Oncle Steve suivait, me saluant poliment d'un signe de tête, mais détournant rapidement les yeux. Ils étaient mariés depuis 20 ans, mais je l'avais rarement entendu prononcer plus de quelques phrases lors des réunions de famille. « Bon, finissons-en », a annoncé mon père sans prendre la peine de saluer. « Certains d'entre nous ont des affaires à gérer. » Maître Goldstein a esquissé un sourire. « Bien sûr, Richard, veuillez me suivre jusqu'à la salle de conférence. Nous sommes tous là, maintenant. » La tension dans la pièce était palpable lorsque nous nous sommes installés autour d'une grande table en chêne. Mon père s'est assis à une extrémité, comme pour affirmer son autorité, tandis que j'ai choisi une place près de celle de Maître Goldstein, à la tête de la table. Les autres se sont placés selon leurs alliances habituelles, ma mère à côté de mon père, Jason à côté d'elle, tante Pam et oncle Steve en face d'eux. Avant de commencer, dit Maître Goldstein, je tiens à préciser qu'Elisabeth et Harold étaient en pleine possession de leurs facultés mentales lorsqu'ils ont mis à jour leur testament l'année dernière. Ils ont mûrement réfléchi et ont exprimé leurs souhaits de manière explicite. Mon père renifla. Lisez-le, Goldstein. Nous savons comment ça se passe. Papa a bâti l'entreprise. Je suis son fils.
C'est la procédure d'héritage standard selon la loi française. Maître Goldstein ignora cette interruption et ouvrit un porte-document en cuir. Il ajusta ses lunettes et commença à lire. Moi, Harold Alexander, et moi, Elizabeth Alexander, étant saints d'esprit et de corps, déclarons par la présente notre dernière volonté et notre testament. Le langage juridique formel se poursuivit pendant plusieurs minutes, Maître Goldstein détaillant les révocations des testaments précédents et la nomination des exécuteurs testamentaires. Ma famille s'agitait avec impatience. Finalement, il arrive à la section que tout le monde attendait. Par la présente, nous léguons l'intégralité de notre patrimoine, y compris, mais sans s'y limiter, tous nos actifs liquides, pour un montant total d'environ 8 millions d'euros. Notre portefeuille d'investissement évalué à environ 12 millions d'euros. Tous nos biens immobiliers, y compris notre résidence principale, évaluée à 5 millions d'euros, et notre participation de 25% dans Alexander Logistics, évaluée à environ 1 million d'euros, à notre petite-fille très bien-aimée, Nathalie Grace Foster. La salle est devenue complètement silencieuse. J'ai arrêté de respirer pendant un instant, certaine d'avoir mal entendu. Maître Goldstein a poursuivi. Nous avons spécifiquement et intentionnellement décidé de ne rien léguer à notre fils, Richard Alexander, à notre belle-fille, Diane Alexander, à notre petit-fils, Jason Alexander, à notre fille, Pamela Davis, ou à notre gendre, Stephen Davis, car nous avons déjà pourvu à leurs besoins de notre vivant et avons clairement expliqué nos raisons à notre notaire. « Laissez-moi voir ça !» s'écria mon père en se levant si brusquement que sa chaise bascula en arrière. Il arracha le document des mains de Maître Goldstein et le parcourut frénétiquement. « C'est ridicule !» Ma mère se joignit à lui. 26 millions d'euros à une institutrice. Elle ne sait absolument pas comment gérer une telle somme. Jason frappa du poing sur la table. Et moi alors? Je fais aussi partie de la famille. J'ai besoin d'un capital de départ pour mes projets d'entreprise. Tante Pam se tourna vers moi, le visage rouge de colère. Qu'est-ce que tu as fait? Comment les as-tu manipulés pour en arriver là? Je restais assis, sous le choc, incapable de comprendre ce qui se passait. 26 millions d'euros. Mes modestes grands-parents avaient accumulé une telle fortune et ils me la laissaient en totalité. Maître Goldstein récupéra calmement le testament des mains de mon père. « Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Il y a autre chose. Harold et Elizabeth ont enregistré un message vidéo qui doit être diffusé maintenant. » Il appuya sur un bouton de la télécommande et le grand écran mural s'illumina. Mes grands-parents apparurent assis côte à côte sur le canapé de leur salon. Mon cœur se serra en les voyant à nouveau en vie, exactement comme lors de ma dernière visite. Grand-père Harold prit la parole en premier. « Si vous regardez ceci, cela signifie que nous sommes décédés. Nous voulons vous expliquer nos décisions directement afin d'éviter tout malentendu. » Grand-mère Elisabeth poursuivit. « Richard, Pam, nous vous aimons comme nos enfants, mais nous avons été profondément déçus par les valeurs que vous avez adoptées et transmises à vos propres enfants, à l'exception de Nathalie. Pendant des décennies, mes grands-parents ont expliqué qu'ils avaient vu mon père et ma tante privilégier la richesse matérielle aux relations humaines, les traitant comme une ressource à exploiter plutôt que comme des parents à chérir. Ils ont détaillé les années d'événements familiaux manqués, les prêts demandés et jamais remboursés, et les attitudes dédaigneuses envers leur choix de vie modeste. L'entreprise que nous avons créée, a déclaré grand-père, n'a jamais eu pour but d'amasser de la richesse pour elle-même. Il s'agissait de créer une sécurité pour notre famille et des opportunités pour nos employés. Nous l'avons construit grâce à notre travail acharné, à notre intégrité et à notre équité envers les autres. Nathalie est la seule à avoir toujours démontré ses valeurs. Grand-mère a ajouté, elle nous rend visite non pas parce qu'elle veut quelque chose, mais parce qu'elle se soucie sincèrement de nous. Elle a choisi une carrière qui consiste à aider les enfants malgré le faible salaire. Parce que cela correspond à son objectif. Nous sommes convaincus que Nathalie saura être une bonne intendante de ce que nous avons construit, a poursuivi grand-père. Elle honorera notre héritage et utilisera ses ressources à bon escient sans les gaspiller dans des symboles de statut social ou des projets pour s'enrichir rapidement. La vidéo a continué pendant plusieurs minutes, mes grands-parents exprimant leurs espoirs quant à la manière dont l'héritage pourrait être utilisé pour soutenir l'éducation et le développement communautaire, des domaines qui leur tenaient à cœur mais auxquels ils n'avaient pas eu le temps de s'intéresser pendant qu'ils dirigeaient leur
leur entreprise. Lorsque l'écran s'est éteint, mon père a explosé. C'est complètement absurde. Ils étaient clairement séniles. Nous allons contester ce testament. Aucun juge ne confirmera cette folie. Abalia. Maître Goldstein est resté parfaitement calme. Ils avaient anticipé cette réaction, Richard. Ils ont subi des tests cognitifs approfondis avant de finaliser ce testament et plusieurs médecins indépendants ont certifié leur capacité. De plus, ils ont documenté des années de comportement qui ont motivé leur décision. Je dois vous informer qu'en vertu de la loi française, contester ce testament sera extrêmement difficile, coûteux et peu susceptible d'aboutir, d'autant plus que les dispositions relatives à la réserve héréditaire ont été correctement prises en compte par le biais de donations entre vifs. Pika, ma mère s'est tournée vers moi, la voix soudainement douce comme du miel. Nathalie, ma chérie, tu comprends que ce n'est pas juste. Tes grands-parents étaient d'un confus. Cet argent appartient à la famille, pas seulement à toi. Tu le partageras avec nous, n'est-ce pas? Je me sentais acculée, tous les regards braqués sur moi. Je dois y réfléchir, balbutiai-je. Je ne savais pas qu'il ferait cela. Y réfléchir? Ricana Jason. Il n'y a rien à réfléchir. Cet argent doit être réparti équitablement ou géré par quelqu'un qui a une réelle expérience des affaires, intervint mon père, faisant allusion à lui-même. Alors que la dispute s'intensifiait, Maître Goldstein me toucha doucement le bras. Vous n'avez pas à prendre de décision aujourd'hui, Nathalie. Prenez le temps de réfléchir. Mon cabinet s'occupera de toutes les questions urgentes liées à la succession. Quoique. Il me tendit une épaisse enveloppe. Elle contient tous les documents pertinents, les clés de leur maison et les coordonnées de leurs conseillers financiers. Appelez-moi à tout moment si vous avez des questions. La réunion s'est ensuite transformée en chaos, avec des menaces de poursuites judiciaires et des accusations fusant de toutes parts. Maître Goldstein a finalement demandé à tout le monde de partir, prétextant qu'il avait un autre rendez-vous. Alors que nous sortions, mon père m'a brutalement attrapé par le bras. « Cette discussion n'est pas terminée », a-t-il sifflé. « Viens chez nous ce soir à 19h. Nous réglerons cela en famille. » Son ton indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'une demande. J'ai acquiescé machinalement, trop bouleversé pour discuter. Alors qu'ils partaient, chacun dans leur luxueuse voiture, je restais assis dans ma Renault vieille de 10 ans, dans le parking, serrant l'enveloppe dans ma main, me demandant comment un héritage censé être une bénédiction avait pu si rapidement se transformer en malédiction. Je passais l'après-midi dans un état second, roulant sans but dans la ville avant de m'arrêter dans un parc tranquille pour rassembler mes pensées. L'enveloppe de maître Goldstein était posée, non ouverte, sur le siège passager. Une partie de moi voulait jeter un œil à l'intérieur pour comprendre exactement ce que mes grands-parents m'avaient confié. Une autre partie était terrifiée par la responsabilité que cela représentait. À 17h45, je me suis garée dans l'allée de mes parents, remarquant que tout le monde était déjà arrivé. Leur maison de 500 mètres carrés se dressait devant moi, tout en verre et en béton, conçue pour impressionner plutôt que pour accueillir. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai attrapé l'enveloppe et je me suis dirigée vers l'intérieur. Il m'attendait dans le salon officiel, une pièce rarement utilisée, sauf pour les réceptions de ma mère. Mon père se tenait près de la cheminée, un verre de cognac à la main. Ma mère était perchée sur le bord d'une chaise design qui semblait inconfortable. Jason était affalé sur le canapé, parcourant son téléphone, tandis que tante Pam faisait les 100 pas nerveusement. Oncle Steve se tenait près de la fenêtre, regardant dehors comme s'il souhaitait être ailleurs. « Enfin !» dit mon père lorsque je suis entrée. « Assieds-toi, Nathalie. » Cradin. J'ai choisi une chaise près de la porte, soudain consciente que je pourrais avoir besoin de m'échapper rapidement. Soyons raisonnables. Mon père a commencé à parler d'une voix de négociateur. Tes grands-parents n'avaient clairement pas les idées claires. Ils voulaient que la famille en profite, pas seulement toi. Ma mère a acquiescé avec enthousiasme. Chérie, la gestion d'un patrimoine est compliquée. Ton père a l'expérience nécessaire pour s'en occuper correctement. Tu peux toujours obtenir une part intéressante, peut-être suffisante pour acheter une vraie maison au lieu de cet appartement. Le ton condescendant de sa voix me donna la chair de poule, mais je restais silencieuse. Encouragé par mon absence de réaction, mon père poursuivit. « Voici ce que nous proposons. Tu me cèdes le patrimoine en tant que chef financier de la famille. Je veillerai à ce que chacun reçoive sa juste part. Tu recevras 10%, ce qui est plus que généreux compte tenu de tes besoins limités.
10%, ai-je finalement réussi à dire. Cela représenterait tout de même plus de 2 millions d'euros. Exactement, a renchéri Jason. C'est plus que suffisant pour un enseignant. J'ai besoin d'au moins 5 millions d'euros pour lancer ma start-up dans la blockchain. Ça va être énorme. Je le regardais avec scepticisme. Jason avait passé des années à passer d'un projet à l'autre pour devenir riche rapidement, sans jamais garder un emploi plus de 3 mois. Sa dernière entreprise, une application pour noter les toilettes publiques, s'était effondrée après avoir dépensé 50 000 euros de l'argent de mes parents. La maison devrait nous revenir, intervint tante Pam. Nous avons 3 enfants à prendre en compte. Ce quartier leur donnerait accès à de meilleures écoles. J'ai failli rire devant l'absurdité de la situation. Tante Pam n'avait jamais rendu visite à mes grands-parents dans cette maison. Ses enfants, mes cousins, étaient armés des étrangers, qui envoyaient des cartes d'anniversaire obligatoires écrites de la main de ma tante. Au fur et à mesure que la soirée avançait, leur tactique évoluait. Lorsque leurs demandes ne fonctionnaient pas, ils passaient à la culpabilisation. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a déclaré ma mère, les yeux dramatiquement humides. Nous t'avons donné la vie, un foyer agréable, des opportunités. C'est ainsi que tu remercies la loyauté de ta famille ? J'ai failli m'étouffer avec mon verre d'eau. La loyauté ? À quand remonte la dernière fois où l'un de vous m'a appelé juste pour prendre de mes nouvelles ? Quand avez-vous assisté à l'un de mes spectacles scolaires ? Mon père a de nouveau changé de stratégie. Nous ne demandons pas à Nathalie. Nous lui disons ce qui va se passer. Soit elle signe les documents de transfert de son plein gré, soit nous contestons le testament. Nous évoquerons toutes les interactions douteuses que tu as eues avec tes grands-parents. À quelle fréquence leur rendais-tu visite seule ? Que leur disais-tu à notre sujet lorsque nous n'étions pas là ? Cela va mal tourner. La menace planait dans l'air. Je me sentais mal, mais quelque chose en moi s'est endurci. Je me suis souvenu que mon grand-père m'avait appris à m'affirmer lors d'une dispute dans la cour de récréation quand j'avais 8 ans. Personne ne peut te priver de ta dignité, à moins que tu ne la cèdes, Nathalie, m'avait-il dit. Sache ce qui est juste et reste ferme. Oncle Steve, qui était resté silencieux, prit soudain la parole. Nous devrions peut-être tous nous calmer et laisser à Nathalie le temps de réfléchir. C'est beaucoup à digérer. Mon père se retourna vers lui. Ne t'en mêle pas, Steve, ce sont des affaires de famille. Je fais partie de la famille, répondit-il calmement, mais il battit immédiatement en retraite lorsque mon père lui lança un regard noir. Alors que l'horloge dépassait 21 heures, Jason commença à rédiger les documents de transfert sur son ordinateur portable. Ma mère appela leur avocat personnel pour lui demander conseil sur la formulation. Tante Pam parcourut les annonces immobilières pour la maison de mes grands-parents, discutant des murs qu'elle démolirait en premier. Ils avaient déjà divisé mon héritage sans mon consentement, planifiant comment ils dépenseraient chaque euro. Personne n'a jamais mentionné les souhaits ou l'héritage de mes grands-parents. Personne ne m'a jamais demandé ce que je pensais qu'il fallait faire de cet argent. À 22h30, mon père a imprimé le document de transfert sommaire et me l'a glissé sur la table basse avec un stylo. Signe-le, m'a-t-il ordonné. Maintenant. J'ai pris le document et l'ai lu attentivement. Le langage était vague, mais il revenait essentiellement à renoncer à tous mes droits sur tout ce que mes grands-parents m'avaient laissé. En échange, je recevrais un pourcentage qui serait déterminé ultérieurement à la seule discrétion de mon père. J'ai posé le document et pris une profonde inspiration. Non. La pièce est devenue silencieuse. Qu'est-ce que tu viens de dire ? A demandé mon père d'une voix dangereusement basse. J'ai répondu « Non, je ne signerai pas ce document, ni aucun autre document similaire. Mes grands-parents m'ont confié leur héritage pour une raison. J'ai l'intention d'honorer cette confiance. » Ma mère s'est lancée dans une tirade sur l'ingratitude. Jason m'a traité de noms que je ne répéterai pas. Tante Pam s'est mise à sangloter de manière dramatique sur l'avenir de ses enfants. Pendant tout ce temps, je suis resté assis, immobile, le mot « non » devenant un bouclier autour de moi. Finalement, mon père a claqué son verre si fort qu'il s'est fissuré. « Ça suffit », a-t-il rugi. « J'ai toujours dit à papa qu'on ne pouvait pas te faire confiance. Tu les as manipulés, tout comme tu essaies de nous manipuler maintenant avec ton air innocent. » Il s'est approché de moi, pointant son doigt à quelques centimètres de mon visage. « Tu dois faire un choix maintenant, Nathalie.
Soit tu signes ce document et tu restes dans cette famille, soit tu prends ton précieux héritage et tu te considères comme renié. Tu ne peux pas avoir les deux. L'ultimatum flottait dans l'air entre nous. Je regardais les visages des membres de ma famille, cherchant un signe d'amour ou de compréhension. Je n'en trouvais aucun. À ce moment-là, je compris une vérité douloureuse. Ils ne m'avaient jamais vraiment considéré comme un membre de la famille. Je n'étais qu'un moyen d'arriver à leur fin, une source potentielle d'argent, rien de plus. Je ne signerai pas, dis-je fermement en me levant. Je suis désolée que tu ressentes cela, mais je dois respecter la volonté de grand-mère et grand-père. Alors sors de ma maison, grogna mon père. Fais tes valises et pars ce soir. Tu n'es plus la bienvenue, ici. Je vis dans mon propre appartement, lui rappelai-je. Depuis des années. Il a ri froidement. L'appartement que nous avons cosigné parce que ton salaire d'enseignante ne te permettait pas de remplir les conditions requises pour le bail. Vérifie ton contrat, Nathalie. Nous sommes propriétaires de cet immeuble par l'intermédiaire d'une de nos sociétés d'investissement. Considère ton bail comme résilié. J'ai eu l'estomac noué. Il avait raison. Comme je ne remplissais pas les conditions requises pour louer l'appartement toute seule, il m'avait proposé de m'aider. Je n'avais jamais réalisé qu'ils étaient propriétaires de l'immeuble par l'intermédiaire d'une société écran. Tu as 30 minutes pour emballer tes affaires essentielles, a déclaré ma mère en regardant sa montre. Les serrures seront changées demain. Je suis restée figée sous le choc. Il me mettait réellement à la porte, me rendant sans abri à cause d'argent qu'il n'avait jamais gagné. Le temps presse, a dit Jason avec un sourire narquois. Dépêche-toi, ma sœur. Ces 26 millions d'euros ne te réchaufferont pas cette nuit. 30 minutes, ce n'est pas long pour emballer toute sa vie. J'ai agi en pilote automatique, rassemblant des vêtements, des articles de toilette, des documents importants et quelques objets sentimentaux. Mon esprit tournait en boucle, incrédule. Comment pouvait-il faire ça? Comment l'argent pouvait-il transformer ma famille en de parfaits inconnus? Mon père se tenait dans l'embrasure de la porte de ma chambre, les bras croisés, me surveillant comme un gardien s'assurant qu'un prisonnier ne vole rien pendant son transfert. Ma mère était restée en bas, déjà au téléphone avec un agent immobilier pour vendre la maison de mes grands-parents. Sa voix montait jusqu'à l'étage. De toute façon, tu n'as jamais vraiment fait partie de cette famille, m'a dit froidement mon père alors que je fourrais des vêtements dans un sac de voyage. Ta mère et moi allions divorcer avant qu'elle tombe enceinte de toi. Tu étais l'obligation qui nous maintenait ensemble. La cruauté désinvolte de sa révélation m'a bouleversée. J'avais toujours senti que je n'étais pas désirée, mais le voir confirmé de manière aussi brutale était tout autre chose. Nous avons gaspillé suffisamment de temps et d'argent pour toi, a ajouté ma mère, apparaissant dans l'embrasure de la porte. Tes frais de scolarité dans une école privée, ton appareil dentaire, tes camps d'été, tous ces cours de danse où tu étais nul. Considère cela comme la fin de notre investissement. Investissement, pas d'amour ou d'attention, mais un investissement, comme si j'étais une action qui avait mal performé. Jason est apparu à son tour, appuyé contre le mur avec un air suffisant. Tu le regretteras quand tu n'auras plus rien, ni personne, a-t-il dit. Cet argent sera épuisé plus vite que tu ne le penses. Et ensuite, tu reviendras en rampant et nous nous souviendrons que tu as préféré l'argent à ta famille. J'ai fermé mon dernier sac, retenant mes larmes. J'étais déterminée à ne pas pleurer devant eux. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. C'est tout? Demanda mon père. Je regardais autour de moi la chambre qui avait été la mienne depuis mon enfance, même si je n'y avais séjourné qu'occasionnellement depuis l'université. Les trophées de ballet de l'école primaire, le diplôme encadré, la bibliothèque remplie de romans et de manuels scolaires, les albums photos, tant de choses laissées derrière moi. Je reviendrai plus tard pour le reste, dis-je. Mon père rit. Il n'y aura pas de plus tard. Tout ce que tu laisses ici ce soir ira à une œuvre caritative ou à la poubelle. À toi de choisir. La finalité de la situation m'a frappée. Ils m'effaçaient complètement de leur vie. Tout cela parce que je ne leur donnais pas d'argent qu'ils n'avaient rien fait pour gagner. J'ai attrapé la couette de ma grand-mère sur le lit et l'ai fourrée dans mon sac déjà débordant. Je ne laisserai pas cela derrière moi. Avec 3 sacs en bandoulière et un autre à la main, je suis descendue. Personne ne m'a proposé son aide. À la porte d'entrée, je me suis retournée une dernière fois. Ma famille se tenait en ligne, le visage marqué par diverses expressions de colère, de déception et de satisfaction suffisante.
Tu as peut-être de l'argent maintenant, a dit ma mère, mais la famille, c'est pour toujours. Tu te rendras compte de ce que tu as rejeté. Ce n'est pas moi qui rejette ma famille, ai-je répondu calmement. C'est vous. Sur ces mots, je suis sortie et j'ai respiré l'air frais de la nuit. La porte s'est refermée derrière moi avec une finalité inquiétante. Debout à côté de ma voiture, dans l'allée, j'ai soudainement senti le poids de tout cela m'écraser. J'étais effectivement sans domicile. Mon appartement ne m'appartenait plus. Ma famille m'avait renié. En l'espace de quelques heures, j'avais gagné des millions, mais j'avais perdu le seul système de soutien que j'avais jamais connu, aussi imparfait fut-il. Je me suis assis dans ma voiture et j'ai enfin laissé les larmes couler. Elles ruisselaient sur mon visage tandis que je serrais le volant. De grands sanglots secouaient tout mon corps. J'ai pleuré pour mes grands-parents, dont l'absence me semblait plus vive que jamais. J'ai pleuré pour la famille que j'avais toujours espérée, mais que je n'avais jamais vraiment eue. Mais surtout, j'ai pleuré pour moi-même, soudainement à la dérive dans un monde qui avait complètement changé. Après ce qui m'a semblé être des heures, mais qui n'était probablement que quelques minutes, j'ai essuyé mes yeux et démarré la voiture. Je n'avais nulle part où aller. Les hôtels exigeaient des cartes de crédit avec des limites disponibles que je n'avais pas. Mes amis étaient en une option, mais expliquer cette situation semblait impossible après de minuit. Puis, je me suis souvenu de l'enveloppe que Maître Goldstein m'avait donnée. En la sortant, j'ai trouvé un trousseau de clés, avec un porte-clés, familier en forme de lapin, que ma grand-mère chérissait. Les clés de la maison de mes grands-parents, la maison qui était désormais incroyablement mienne. Le trajet jusqu'à leur quartier a duré 20 minutes. À chaque kilomètre, je me sentais à la fois attirée par le confort de leur maison et terrifiée à l'idée d'y entrer sans eux. J'avais évité la maison depuis les funérailles, incapable d'affronter le vide. La lumière du porche était allumée quand je suis arrivée, probablement grâce à une minuterie que mon grand-père avait réglée. Je suis restée assise dans l'allée pendant plusieurs minutes, rassemblant mon courage. Finalement, j'ai attrapé un sac et je me suis approchée de la porte d'entrée, la clé tremblant dans ma main. La maison avait exactement la même odeur, un mélange du pot pourri à la lavande de ma grand-mère et du polish que mon grand-père utilisait tous les dimanches pour cirer les meubles. J'ai allumé les lumières, m'attendant presque à entendre leur voix m'accueillir depuis la cuisine. Le silence était assourdissant. Je me suis dirigée vers la chambre d'amis que j'avais toujours utilisée et j'ai posé mon sac sur le lit. Tout était exactement comme je l'avais laissé après ma dernière visite, un mois avant l'accident. Le roman que je lisais était toujours posé sur la table de chevet, avec un marque-page indiquant où j'en étais. Des serviettes propres étaient pliées sur la commode, placées là par ma grand-mère en prévision de mon prochain séjour. Cette attention, cette attente d'une continuité dont il ne pouvait savoir qu'elle serait brisée, m'a de nouveau bouleversée. Je me suis effondrée sur le lit et j'ai pleuré jusqu'à ce que l'épuisement me gagne, m'endormant tout habillée sur les couvertures. Le matin est arrivé avec une luminosité désorientante. Pendant un instant, je m'attendais à sentir l'odeur du café en train de couler et à entendre le sifflement faux de mon grand-père depuis le rez-de-chaussée. La réalité m'est revenue en pleine figure lorsque j'ai pris conscience du silence. Ils étaient deux partis, et d'une manière ou d'une autre, j'avais hérité à la fois de leur fortune et de leurs ennemis, tous sous la forme de ma propre famille. Mon téléphone avait explosé pendant la nuit, avec des SMS et des appels manqués, la plupart provenant de mon père et de ma mère, alternant entre menaces et tentatives soudaines de réconciliation. Nous pouvons trouver une solution si vous vous montrez raisonnable, disait un message de ma mère. Mon père était moins subtil. Vous avez 24 heures pour reconsidérer votre décision avant que nous n'engagions des poursuites. Jason m'envoya un seul SMS. Tu profites de la grande maison vide? Pas pour longtemps. Ce dernier message me donna des frissons dans le dos. Cela ressemblait à une menace, pas seulement à des fanfaronnades. Je le transférerai à Maître Goldstein, qui répondit immédiatement. Restez où vous êtes. J'arrive dans 30 minutes. N'ouvrez la porte à personne d'autre. Son urgence m'a alarmée, mais m'a aussi procuré un étrange réconfort. Au moins, quelqu'un était de mon côté. Maître Goldstein est arrivé exactement 30 minutes plus tard, muni d'une mallette et d'un porte-boisson en carton contenant 2 cafés. Je l'ai conduit dans la cuisine où nous nous sommes assis dans le coin repas que mes grands-parents utilisaient pour les repas informels. Commençons par le commencement,
a-t-il dit en me tendant un café. Votre famille a déjà contacté 3 avocats différents pour contester le testament. Je m'y attendais et j'ai préparé des contre-mesures. J'ai enroulé mes mains autour de la tasse chaude. Ils m'ont mise à la porte hier soir. Apparemment, mon père est propriétaire de mon immeuble par l'intermédiaire d'une société d'investissement. Maître Goldstein acquiesça d'un air sombre. Une tactique typique de Richard. Il utilise son influence pour forcer les gens à se plier à sa volonté, dit-il en sortant des documents de sa mallette. Ce qu'il ne t'a pas dit, c'est que tes grands-parents avaient prévu ce scénario précis. Il me montra l'acte de propriété d'un petit cottage situé à environ 20 minutes de la ville. Ta grand-mère a acheté cette propriété il y a 5 ans à des fins d'investissement, mais elle l'a placée dans un trust séparé pour toi. Richard n'est pas au courant. Vous avez un endroit où aller si vous en avez besoin. Je fus envahi par un sentiment de soulagement. Au moins, je ne serais pas sans abri. Mais l'idée de me cacher pendant que ma famille tournait autour de moi comme des vautours ne me plaisait pas. Il y a autre chose que vous devez savoir, poursuivit maître Goldstein. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Vos grands-parents avaient de nombreux amis et associés fidèles qui comprenaient la situation de votre famille. Comme si c'était un signal, on frappa à la porte arrière. Maître Goldstein sourit. Ce doit être Carlos. Carlos. Ce nom m'était vaguement familier. Carlos Martinez, expliqua maître Goldstein. Il est le gestionnaire immobilier et l'homme à tout faire de vos grands-parents depuis 15 ans. Il vit dans la maison d'amis, à l'arrière de la propriété. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel et au regard bienveillant. Il tenait respectueusement sa casquette dans ses mains. Mademoiselle Nathalie, a-t-il dit chaleureusement, je suis vraiment désolé pour vos grands-parents. C'étaient des gens formidables. J'ai vu votre voiture ce matin et je voulais savoir si vous aviez besoin de quelque chose. Sa gentillesse simple m'a presque fait fondre en larmes. Merci, Carlos. Pour être honnête, je suis un peu bouleversée. Carlos a acquiescé. Monsieur Harold et Madame Elisabeth s'inquiétaient à ce sujet. Ils m'ont demandé de veiller sur vous s'il leur arrivait quelque chose. La maison, le terrain, tout est entretenu. Je veille au grain. Maître Goldstein a invité Carlos à se joindre à nous à table. Au cours de l'heure qui a suivi, Carlos m'a raconté des anecdotes sur mes grands-parents que je n'avais jamais entendues, brossant le portrait de 2 personnes respectées et aimées par ceux qui travaillaient pour eux, et pas seulement par les membres de leur famille. Votre père et votre frère, a dit Carlos avec précaution. Ils sont venus ici après les funérailles, quand il n'y avait personne. Ils ont pris des objets, des montres, des bijoux, des appareils électroniques. J'ai tout enregistré sur les caméras de sécurité. J'eus un serrement d'estomac. Mon père avait installé un système de sécurité complet pour mes grands-parents il y a des années, soi-disant pour leur protection. J'avais oublié les caméras. Carlos secoua tristement la tête. Il ne savait même pas que M. Harold m'avait demandé de mettre à jour le système l'année dernière. Il ne faisait pas confiance à l'ancien système installé par votre père. Il disait qu'il y avait trop d'angles morts. Maître Goldstein prit note. Ces images pourraient être utiles s'il décide d'intenter une action en justice. Il y a autre chose, poursuivit Carlos. Madame Elisabeth tenait des journaux détaillés. Elle notait tout, en particulier les visites et les interactions familiales. Il se trouve dans son bureau. Je suivis Carlos jusqu'au petit bureau de ma grand-mère, situé à côté du couloir principal. Une bibliothèque encastrée contenait des dizaines de journaux reliés en cuir, chacun méticuleusement daté. Carlos en a sorti un de l'étagère et me l'a tendu. Celui-ci mentionne le moment où votre père a demandé de l'argent l'année dernière, a-t-il dit, pour une opportunité d'investissement. J'ai immédiatement ouvert le journal, reconnaissant l'élégante écriture de ma grand-mère. 15 mai, Richard est venu aujourd'hui pour la première fois depuis 7 mois. Il ne s'est pas intéressé à notre santé ni à notre vie. Il s'est immédiatement lancé dans un discours sur un investissement dans la crypto-monnaie nécessitant 250 000 euros. Lorsque Harold a refusé, Richard est devenu hostile, nous a accusés de préférer Nathalie, a dit que nous étions naïfs de lui faire confiance alors qu'elle ne venait que pour s'assurer son héritage. Il ne pouvait pas se tromper davantage. Nathalie n'a jamais demandé d'argent, n'a aucune idée de notre valeur nette, apporte de la nourriture tous les dimanches et reste pour manger avec nous. Richard est parti sans finir son café. Harold était très contrarié après coup. J'ai lu les entrées les unes après les autres,
chacune documentant des années d'interactions similaires. Mon père exigeant de l'argent, mon frère proposant des idées commerciales absurdes, ma mère faisant des commentaires à peine voilés sur leur mode de vie modeste qui l'embarrassaient au regard de son statut social. En revanche, mes visites étaient décrites avec une chaleur sincère. Ma grand-mère notait les petits cadeaux que j'avais apportés, les conversations que nous avions eues, l'aide que j'avais apportée à la maison. Elle me voyait d'une manière que mes parents n'avaient jamais vue. Pendant que je lisais, la sonnette a retenti. Carlos est allé ouvrir et est revenu avec une femme âgée, vêtue d'une robe pratique et d'un cardigan. Dorothy Reynard, m'a-t-il présenté. La gouvernante de vos grands-parents depuis 20 ans? Dorothy m'a serré dans ses bras. Vous ressemblez beaucoup à Elisabeth quand elle était jeune, m'a-t-elle dit. Elle était si fière de vous. Au cours des heures qui suivirent, d'autres personnes arrivèrent. Rosa Martinez, l'associée de mes grands-parents, qui connaissait tous les détails d'Alexander Logistics et qui m'a proposé de m'aider à comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Georges Patel, leur conseiller en investissement, qui a apporté des dossiers complets montrant exactement comment mon héritage était structuré. Sarah Dubois, leur voisine depuis 30 ans, qui a apporté une quiche maison et m'a raconté des anecdotes sur les réunions de quartier auxquelles j'avais participé quand j'étais enfant. Chaque personne qui est arrivée m'a apporté non seulement des informations, mais aussi une affection sincère. Ils avaient tous aimé mes grands-parents et, par extension, se souciaient de moi et de mon bien-être. En fouillant dans le bureau de ma grand-mère, Dorothy a trouvé un compartiment secret contenant des lettres de mon père, datant de plusieurs décennies. Chacune d'entre elles demandait de l'argent, certaines contenant des menaces à peine voilées de me couper les vivres si elles étaient refusées. Elle a aussi gardé ça, m'a dit Dorothy en me tendant une clé USB. Les images de vidéosurveillance après les funérailles. Ta mère fouillait dans les bijoux d'Elisabeth avant même la fin de la réception. Elle a pris plusieurs pièces de valeur, prétendant qu'Elisabeth aurait voulu qu'elle les ait. Il semblait que mes grands-parents avaient mal documenté le comportement de ma famille pendant des années, sachant peut-être que ce jour arriverait. Ils avaient créé non seulement un filet de sécurité financière pour moi, mais aussi un réseau de soutien et de preuves qui protégerait leurs souhaits. Vers 16 heures, alors que Maître Goldstein m'expliquait les documents financiers complexes, mon téléphone a sonné pour m'annoncer l'arrivée d'un SMS de Jason. J'espère que tu profites bien de la maison de grand-mère et grand-père tant que tu le peux. Papa, maman, tante Pam, oncle Steve et moi venons demain matin à 10 heures pour récupérer ce qui nous appartient de droit. Tu ferais mieux de ne pas essayer de nous en empêcher, sinon les choses vont mal tourner. J'ai montré le message à Maître Goldstein, dont le visage s'est assombri. Des menaces et une possible effraction, a-t-il murmuré. Je pense qu'il est temps de mettre en œuvre la dernière partie du plan de vos grands-parents. Il a passé plusieurs coups de fil à la suite, parlant de manière énigmatique de réunions et de preuves. Lorsqu'il a eu terminé, il s'est tourné vers moi avec une expression déterminée. Vos grands-parents avaient prévu ce scénario précis, Nathalie. Ils savaient que Richard et les autres n'accepteraient pas leur décision. Ils s'y sont préparés. Demain matin, nous serons prêts à les accueillir. Mais ce soir, je vous suggère de passer en revue ces documents afin de comprendre exactement pourquoi vous vous battez. Il désigna la pile de journaux, de documents financiers et juridiques éparpillés sur la table de la salle à manger. Vos grands-parents ont bâti plus qu'une simple fortune. Ils ont construit des relations fondées sur la confiance et le respect. C'est là leur véritable héritage. Alors que tout le monde, sauf Carlos, partait pour la soirée en promettant de revenir le lendemain matin, je sentis un étrange calme m'envahir. Je n'étais pas seule dans ce combat. Mes grands-parents avaient veillé à me léguer non seulement leur argent, mais aussi leur sagesse et leur communauté. Je passais la soirée à lire les journaux et les rapports financiers, découvrant mes grands-parents sous un nouveau jour. Ils avaient été stratégiques, réfléchis et méticuleux dans leur planification. Tout ce qu'ils avaient fait était délibéré, y compris leur choix d'héritier. Pour la première fois depuis la lecture du Testament, je me sentais à la hauteur de la responsabilité qu'ils m'avaient confiée. Je ne les décevrais pas. Alors que je me préparais à aller me coucher, un autre SMS de Jason m'est parvenu. « Tu ferais mieux de dormir d'un œil ouvert, ma sœur. Demain, tu verras ce qui arrive aux gens qui volent cette famille. » Au lieu de la peur, j'ai senti une détermination grandir en moi. Le lendemain montrerait effectivement ce qui arrive à ceux qui tentent de voler la famille, mais pas de la manière imaginée par Jason.
Je me suis réveillée tôt le lendemain matin, anxieuse, mais déterminée. À 8 heures, Maître Goldstein était arrivé avec du café et des croissants, ainsi qu'un épais dossier de documents juridiques. Ce sont des ordonnances restrictives prêtes à être déposées si nécessaire, a-t-il expliqué. Et voici des lettres de mise en demeure concernant les menaces spécifiques proférées par Jason. Dorothy est arrivée ensuite et s'est immédiatement installée dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Les odeurs familières du pain frais et du café ont envahi la maison, apportant un réconfort étrange avant la tempête qui s'annonçait. À 9h30, la maison était remplie de sympathisants. Carlos s'est posté près de la porte d'entrée, tel un gardien silencieux. Rosa Martinez, l'associée de mes grands-parents, a installé son ordinateur portable sur la table à manger, prête à présenter des preuves financières si nécessaire. Dorothy s'affairait, s'assurant que tout le monde avait du café et de quoi manger, sa seule présence rappelant l'hospitalité de mes grands-parents. À 9h45, des voitures ont commencé à s'engager dans la longue allée. D'abord, la Mercedes noire de mon père, puis la BMW blanche de ma mère, suivie de l'Audi décapotable rouge de tante Pam et oncle Steve, en pleine crise de la quarantaine, et enfin la Porsche peu pratique de Jason, qu'il ne pouvait s'offrir que parce que mes parents payaient son loyer. Ils sont en avance, observa maître Goldstein. Ils essaient de nous prendre au dépourvu. Alors que la sonnette retentissait avec insistance, suivie de coups frappés, maître Goldstein fit signe à Carlos, qui ouvrit la porte. Mon père se tenait sur le seuil, momentanément surpris de voir quelqu'un d'autre que moi répondre. Derrière lui, le reste de ma famille se tenait, regroupé, les expressions allant de la colère à la suffisance. « Où est Nathalie » demanda mon père. « C'est une affaire de famille. » Carlos resta imperturbable. « Mademoiselle Nathalie vous attend. Entrez, je vous en prie. » Ma famille entra dans le hall d'entrée et s'arrêta net en voyant le rassemblement dans le salon. Je me tenais au centre, maître Goldstein légèrement derrière moi, à ma droite. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda ma mère d'une voix cassante. « Vous avez fait venir des étrangers dans une affaire familiale privée. » Avant que je puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau et 3 autres personnes entrèrent. Le premier était le juge Robert Moreau, un homme grand et digne, âgé d'environ 70 ans, qui était l'ami de mes grands-parents depuis des décennies. Il était suivi de la commissaire Maria Laurent, dont la fille avait bénéficié d'une aide financière pour ses études de la part de la fondation caritative de mes grands-parents. Le dernier était Thomas Berger, le conseiller financier de mes grands-parents depuis plus de 20 ans. Le visage de mon père pâlit à la vue du juge Moreau. Ce dernier avait statué contre lui dans un litige commercial quelques années auparavant. Une affaire dans laquelle mon père avait tenté sans succès d'exercer son influence grâce à ses relations sociales. « Robert, » dit-il en essayant d'adopter un ton jovial qui tomba à plat. « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Le juge resta impassible. « Je suis ici à la demande d'Harold et Elizabeth Alexander, par l'intermédiaire de leur notaire, Maître Goldstein. Ils m'ont demandé, en cas de décès, d'agir en tant que témoin impartial dans tout litige familial concernant leur succession. » Ma mère se tourna vers le commissaire Laurent. « C'est ridicule. Nous sommes ici pour récupérer des objets de famille qui nous appartiennent de droit. Pourquoi les forces de l'ordre sont-elles présentes ?» Le commissaire esquissa un sourire. « Je suis ici en tant qu'ami de la famille Alexander et non à titre officiel, à moins bien sûr que quelqu'un ne commette un crime, auquel cas mes fonctions officielles prendraient naturellement le dessus. » La menace implicite n'échappa à aucun d'entre nous. Comme si c'était un signal, la porte arrière s'ouvrit et 6 autres personnes entrèrent, formant un demi-cercle derrière moi. C'étaient des employés de longue date de l'entreprise de mes grands-parents, des personnes qui connaissaient mon père depuis son enfance et avaient en été témoins de sa transformation de fils privilégié en membre absent de la famille. « Vous vous moquez de moi » marmonna Jason. « Est-ce que c'est censé nous intimider ?» Je m'avançai, trouvant la force dans le soutien qui m'entourait. « Je sais pourquoi vous êtes ici. Vous pensez avoir droit à l'héritage de mes grands-parents, malgré leurs souhaits explicites. Vous pensez pouvoir m'intimider ou me menacer pour obtenir ce que vous voulez ?» Le visage de mon père se durcit. « Ces vieux fous ont été manipulés. Nous sommes simplement ici pour corriger cette injustice. » Dzam. Derrière moi, Thomas Berger prit la parole. « En fait, Richard, j'ai des documents prouvant toutes les tentatives que vous avez faites pour accéder aux biens de vos parents au cours des 20 dernières années.
Il ouvrit un dossier. Cela inclut la tentative de transfert non autorisé de leur compte de retraite en 2016, l'incident du chèque falsifié en 2018 et votre tentative de faire déclarer Elisabeth incapable l'année dernière après qu'elle ait refusé de financer l'entreprise de crypto-monnaie ratée de Jason. Le visage de mon père rougit. Cela est sorti de son contexte. Rosa Martinez s'avança ensuite, tablette à la main. J'ai également des documents relatifs aux prêts de l'entreprise que vous n'avez jamais remboursés, Richard. 200 000 euros empruntés en 2012 pour votre maison de vacances à Chamonix. Vos parents n'ont jamais exigé le remboursement, alors qu'ils auraient certainement pu le faire. Les amis et associés de mes grands-parents ont présenté les uns après les autres des preuves des tentatives de ma famille pour soutirer de l'argent au fil des ans, contrastant avec leur implication minimale dans la vie réelle de mes grands-parents. Tante Pam, qui bouillait silencieusement, s'est soudainement tournée vers moi. Petit serpent ingrat, tu as monté nos parents contre nous, tu les as empoisonnés avec tes mensonges. Le juge Moreau s'éclaircit la gorge. En fait, Madame Davis, j'ai examiné les journaux vidéo qu'Elisabeth tenait. Il n'y avait aucune influence extérieure. Vos parents étaient très clairs dans leur raisonnement. Tout cela est très théâtral, dit ma mère d'un ton dédaigneux. Mais cela ne change rien. Nous contesterons le testament. Nous gagnerons. Maître Goldstein s'avança. J'ai préparé des documents pour vous tous. Ils contiennent des preuves qui deviendraient publiques si vous contestiez le testament. Il remit à chaque membre de la famille une épaisse enveloppe. Vous y trouverez des relevés bancaires, des SMS, des emails et des vidéos de vos interactions avec Harold et Elisabeth au cours des 10 dernières années. Je vous encourage à les examiner avant de prendre une décision concernant une action en justice. Oncle Steve, qui était resté silencieux jusqu'à présent, ouvrit son enveloppe et commença à lire. Son visage pâlit de plus en plus. Au bout d'un moment, il toucha le bras de tante Pam. « Nous devrions partir, dit-il doucement. Ce n'est pas un combat que nous pouvons gagner. » Elle le repoussa avec colère. « Je n'abandonnerai pas si facilement. » Mon père, cependant, était resté immobile après avoir parcouru le contenu de son enveloppe. Il y avait des documents relatifs à des transactions commerciales qu'il avait clairement espéré garder confidentielles, ainsi que des transcriptions de commentaires cruels qu'il avait faits à propos de ses parents, alors qu'il pensait que personne ne l'écoutait. Le commissaire Laurent s'avança. Je dois également mentionner que la propriété est sous surveillance 24 heures sur 24. Toute tentative d'emporter des objets sans autorisation constituerait un vol. Carlos acquiesça. Le nouveau système enregistre tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur et tout est sauvegardé dans un espace de stockage cloud sécurisé. Pendant que ma famille assimilait ces informations, je me dirigeai vers le buffet et pris une pile de documents préparés par Maître Goldstein. Ce sont des ordonnances de cessation et d'abstention concernant les menaces que vous avez proférées, dis-je, en les tendant à Jason. Ceux-ci, poursuivis-je en tendant des papiers à mon père, sont des avis indiquant que je suis au courant des objets qui ont été emportés de cette maison après les funérailles et que j'attends leur restitution immédiate. Ma mère a commencé à protester, mais je l'ai interrompue. Et voici, ai-je dit en lui tendant le dernier document, les conditions dans lesquelles je suis disposée à maintenir toute relation avec vous à l'avenir. Elles incluent le respect des souhaits de mes grands-parents et la fin de toute tentative de contester le testament. La pièce est devenue silencieuse lorsque ma famille a pris conscience de la situation dans laquelle elle se trouvait. Non seulement mes grands-parents avaient protégé juridiquement leurs décisions, mais ils avaient également anticipé et documenté toutes les contestations possibles. La communauté de soutien qu'ils avaient constituée m'apportait un soutien indéfectible, présentant un front uni auquel ma famille ne s'attendait pas. Mon père a été le premier à craquer. « Ce n'est pas fini », a-t-il déclaré. Mais la défaite dans sa voix suggérait le contraire. « En fait, Richard, c'est fini », a répondu le juge Moreau. « Vos parents ont été méticuleux dans leur planification. N'importe quel juge de ce département confirmerait leurs souhaits sur la base des preuves qu'ils ont compilées. Un par un, les membres de ma famille se sont retirés vers la porte, leurs menaces s'évanouissant face aux preuves accablantes retenues contre eux. Jason m'a lancé un regard noir en passant. « Ce n'est pas la fin », a-t-il murmuré. « Peut-être pas, ai-je répondu calmement. Mais c'est la fin de votre exploitation de cette famille.
Mes grands-parents ont vu qui vous êtes vraiment. C'est pourquoi nous sommes tous ici aujourd'hui. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur voiture, la tension dans la pièce s'est dissipée. Dorothy a immédiatement commencé à servir du café frais et des pâtisseries, comme pour purifier l'espace de toute énergie négative. Les autres se sont rassemblés autour de moi pour me féliciter et me soutenir. Je me sentais étrangement vide, ni triomphante, ni dévastée. J'avais tenu bon, protégé les souhaits de mes grands-parents, mais j'avais perdu ce qui restait de ma famille dans le processus. La victoire me semblait creuse. Le juge Moreau semblait percevoir mon conflit intérieur. Il posa doucement sa main sur mon épaule. Vos grands-parents seraient fiers de vous, Nathalie, non seulement pour ce que vous avez fait aujourd'hui, mais aussi pour la dignité et les principes dont vous avez fait preuve. Rosa acquiesça. Vous leur ressemblez plus que n'importe qui d'autre dans la famille. C'est pourquoi ils vous ont tout confié.